Alors là, on va parler de la technique et puis de la pédagogie. Ouais. Donc, comment est-ce que tu travailles concrètement la connexion au centre? Oui, alors cette connexion, elle est fondamentale. Hein. Donc j'affectionne particulièrement certains exercices de contact qu'on a un peu mis en place durant ce stage, qui permettent, je pense, de travailler sur cette connexion et ce lien qui est très nécessaire, est fondamental en Aïkido. En fait, souvent en Aïkido, on travaille beaucoup la technique. Alors, c'est évidemment fondamental la technique, mais parfois ne travailler que la technique forme des techniciens. L'aïkido, un aikidoka doit bien sûr être un technicien, mais ne pas être qu'un technicien. Et donc, ce qui va animer, dans le sens, ce qui va donner une âme, dans le sens anima, à la technique et à l'aïkido, de faire qu'on va pratiquer de l'aïkido, étymologiquement parlant, vraiment de l'aïkido, eh bien c'est ça, c'est cette connexion de centre à centre, et même de cœur à cœur, comme on dit parfois. Hein. En japonais, on dit Shindenshin, de mon âme à ton âme. Et donc, pour avoir ça, ça ne se fait pas automatiquement. Sinon, on est vraiment dans une mécanique qui est nécessaire à comprendre, qui est nécessaire à maîtriser, mais qui est un outil. Donc, on investit beaucoup de temps dans l'apprentissage de formes techniques, et c'est nécessaire. Encore une fois, on ne peut pas faire l'économie de ce travail. Mais il faut comprendre pourquoi c'est un but en soi. C'est un outil. Et comme tout outil, il demande à être maîtrisé. En fait, on commence à pouvoir investir cet outil-là dans une recherche à partir du moment où, quelque part, on ne se pose plus trop de questions, on doit mettre les mains, les pieds, etc. Une fois que tout ça est un petit peu acquis, même bien acquis, à ce moment-là, on peut l'investir dans une recherche qui n'a pas de fin finalement. Et cette recherche de connexion avec le partenaire, de Musubi, de Kimusubi, n'a pas de fin. Maintenant, elle doit toujours s'intégrer aussi dans un ensemble. On ne peut pas faire d'une partie un tout. La caractéristique, je pense, d'un aïkido de bon niveau, outre le fait que les choses sont bien faites, ça paraît évident, mais c'est un aïkido qui doit être équilibré. Et pour ça, parfois, surtout quand on est plus gradé, plus âgé, etc., on a tendance à faire que ce qu'on aime. Alors c'est normal qu'on fasse des choix techniques, c'est normal qu'on ait une recherche, bien sûr, hein, on ne peut pas... Mais à un moment donné, il faut rester capable de tout faire. Prenez Christian Tissier tout à l'heure comme exemple, on en parlait, mais il reste un exemple assez frappant à ce niveau-là, parce qu'il peut décliner l'aïkido sous toutes ses formes. Il est capable de montrer quelque chose d'extrêmement basique, pragmatique, comment on met une main pour un côté Nishi, comment on va placer. Hein. Par exemple, vendredi soir, il parlait encore de la position de la main, de la position du pouce dans un kamae, pas quelque chose qui était vraiment la forme que l'on va donner, qui va conditionner la suite du mouvement. Ça paraît tellement évident, en même temps c'est tellement fondamental et tellement peu enseigné parfois. Vraiment. Et donc il est capable, comme il est capable de montrer l'aïkido au plus haut niveau, l'aïkido vraiment dépouillé, l'aïkido. Et donc je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui pour moi reste important. Être capable de continuer à tout faire, tant que physiquement bien sûr on peut le faire. Il y a des choses à un moment donné, on va moins se traîner à genoux, on va moins faire ça, donc c'est possible. Mais voilà, essayer de continuer à décliner l'aïkido. Il y a une responsabilité, je pense, quand on enseigne. Il y a forcément, quand on enseigne, on s'inscrit dans une certaine logique de transmission. Et donc, qu'est-ce qu'on transmet? Un enseignant doit en permanence se poser ces questions-là. Est-ce que je transmets seulement ce que j'aime et une vision des choses, ou est-ce que quelque part, j'essaie de transmettre l'aïkido? Alors bien sûr, on a sa façon de faire, mais c'est comme dans une langue. Hein. Finalement, sa façon de faire, c'est l'accent tonique. C'est ce qui fera l'accent de Marseille, l'accent de Paris, l'accent belge. C'est un accent tonique, mais on parle la même langue, on doit se comprendre. Et à un moment donné, c'est ce que je disais tout à l'heure, un bon enseignement doit permettre de se connecter avec différentes formes d'aïkido. Et même si ce n'est pas nécessairement les choix que l'on va faire techniquement, on doit pouvoir apprécier. On doit pouvoir apprécier et se connecter, en comprendre la logique et en apprécier la qualité. C'est dommage que certaines formes d'aïkido finalement ferment parce que les gens ne peuvent plus pratiquer contre eux. Ils ont des codes tellement particuliers que lorsqu'ils se retrouvent avec d'autres aïkidokas, ils n'arrivent pas à adapter. Il n'y a pas ça ne s'emboîte pas. C'est dommage. C'est dommage. Comment faire apprendre à un élève la nuance entre ce que c'est que le relâchement et la mollesse, on en parlait? Oui, tout à fait. En fait, le relâchement, dont on parle en aïkido, c'est deux choses. La première chose, c'est faire tout ce qui doit être fait, ni plus ni moins.
Donc c'est quelque chose dont on peut sentir ça dans la vie de tous les jours quand on conduit par exemple. Bon voilà, je fais 4 heures de route pour rentrer chez moi, mais comment je tire mon volant? Si je le tiens mou, je vais m'endormir au volant, ça ne le fait pas. Si je suis comme ça, je vais me tétaniser au bout de 20 minutes. Donc oui, c'est ça, donc à un moment donné, on tient le volant, mais on le fait. Donc, on a cette référence dans la vie de tous les jours. Je tire mon volant, voilà, je change de place de temps en temps, on se remet un petit peu, voilà. Si c'est un peu long, on s'arrête, enfin bref. Mais en aïkido, c'est la même chose. Il faut faire les choses, il faut mettre ce qui est nécessaire progressivement. Et pas tout de suite d'emblée mettre tout. Parce que souvent ça génère une réaction de refus. Et il n'y a pas de connexion. Il n'y a rien qui rentre, mais il n'y a rien qui sort. Donc voilà, c'est un peu la bulle, c'est un peu l'armure, donc c'est ce qu'il faut éviter. Après, bon, au début, il vaut mieux être un peu fort qu'un peu faible. Hein. Il vaut mieux faire envie de pitié. Mais voilà, les gens qui sont forts, peut-être qu'au début, ils ont la sensation d'avoir un peu plus de résultats, mais quand il va falloir leur dire, ok, maintenant, utilise moins ta force, ça va être compliqué pour eux, parce qu'ils ont basé beaucoup là-dessus. Le relâchement, c'est ça, c'est mettre juste ce qu'il faut, ce qui va nous permettre directement aussi de sentir ce dont l'autre est porteur dans le contact, qu'est-ce que l'autre amène. Et le relâchement, c'est aussi être capable, si à un moment donné, il faut fixer un point, un moment, un endroit, d'être capable après de laisser ce point pour être sur autre chose. Parce que si on tétanise dessus, on cristallise, il n'y a plus rien derrière. Et donc, en fait, musculairement parlant, quand il y a une contraction, il faut relâcher pour remobiliser. Même chose au niveau de l'influx nerveux. Tout le temps en influx, ça ne va pas. Donc il y a une nécessité de relâchement pour remettre quelque chose, se réinvestir. Et puis surtout, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit qui va permettre justement d'utiliser le corps de cette façon-là. Un état d'esprit, le véritable relâchement, il est dans la tête. Et en fait, il faut un équilibre entre une certaine volonté de vouloir faire les choses, malgré tout, hein, il faut un peu d'envie, et un peu de pugnacité, mais aussi que ce ne soit pas du volontarisme, il n'y a pas de faiblesse non plus. Voilà. Donc, il y a une balance à avoir, hein. Après c'est chacun en fonction de ses propres qualités. Mais ce qu'il faut, c'est être capable d'investir ses propres qualités pour aller vers ce qui est plutôt le point faible. Il y a des gens qui manquent de confiance, il n'y a rien à faire. La confiance, il va falloir l'acquérir. Et la confiance va s'acquérir par l'expérience aussi. Parce que ce n'est pas une confiance désincarnée, c'est une confiance en aïkido qui repose sur un vécu. Donc il va falloir, par le travail, par la forme extérieure, par l'acquisition d'un certain nombre de qualités et de principes, il va falloir finalement acquérir cette qualité qui va permettre après de plus en plus d'avoir un certain relâchement dans la tête. Ce qui est difficile aussi quand on reçoit un enseignement, par exemple. On veut faire ce qui est montré, on veut aller dans le sens qui est montré, on a une bonne volonté, et la bonne volonté c'est fantastique, c'est un moteur formidable, mais c'est parfois une limite aussi. Donc voilà, c'est une balance à avoir, c'est un juste milieu. Quelle est selon toi la fonction essentielle de l'ATMI, la fonction principale? Alors, l'ATMI, il est présent à tous les niveaux dans l'aïkido. On prête souvent au sensei comme parole qu'aïkido c'était Irimi Atemi, rentrer frapper. L'ATMI a un rôle essentiel. C'est dommage parce qu'il est parfois réduit un petit peu au rôle de cache-misère dans l'aïkido, c'est-à-dire pour masquer une ouverture, voilà. Et souvent on envisage l'ATMI uniquement dans le sens de Tori qui montre la main, attention, si tu fais ça, je vais te toucher, comme si lui ne pouvait pas le faire. C'est un peu normal dans la construction, il va y avoir différents niveaux. Au niveau de l'ATMI, dans la construction, l'ATMI va permettre d'apprendre à se placer un petit peu. Il peut effectivement masquer à un moment donné une ouverture. Il peut aussi, et c'est là que ça commence à devenir intéressant, matérialiser des distances, créer des opportunités. Et puis après, quand l'aïkido va commencer à devenir plus mobile, l'ATMI devient une ponctuation dans la technique. À un moment donné, c'est pas... Et quelque part, c'est plus l'intention de l'ATMI et la sensation qu'on va communiquer à Uke qui va compter plus que la concrétisation de la frappe qui peut-être ne se fera pas. Maintenant, à un moment donné, si on veut vraiment être réaliste sur l'idée de l'ATMI, il n'y a rien à faire, il faut les étudier un peu. Souvent, l'aïkido, comme l'ATMI est tellement esquissé, que finalement, ça devient une esquisse de l'esquisse. Et on est dans... Voilà. Donc, à un moment donné, si on veut un petit peu sentir, c'est intéressant de se dire, ok, je ne dis pas qu'il faut frapper l'autre, mais voilà, faire un peu de sac, apprendre un peu à frapper, faire des choses comme ça, quoi. Développer un peu les qualités, savoir ce que c'est en tout cas. Si je frappe, qu'il y a un contact, si je frappe. Donc voilà, et puis un petit peu aussi, comme on le montrait tout à l'heure, quand on a un partenaire de bon niveau qui soit même, la confiance commence à arriver,
travailler sur des mouvements où au dernier moment on va venir un petit peu, toujours avec du contrôle bien sûr, hein. Mais voilà, une petite participation au risque qui peut, toujours avec quelqu'un qui est volontaire bien sûr, hein, et encore une fois il ne s'agit pas de faire n'importe quoi bien sûr, mais voilà, un petit peu, si on veut vraiment travailler sur les ATMI, il n'y a rien à faire, ça va demander un travail, un enseignement spécifique. Moi, je me rappelle que de stages, notamment avec Sao Tomé Sensei, des choses comme ça, c'était quelqu'un qui, à une époque, utilisait énormément les ATMI. Hein. Pas mal de contacts, il avait du contrôle, mais Christian Tissé aussi. Hein. Mais ce sont tous des gens qui ont de l'expérience. Christian Tissé, il a fait du kickboxing au Japon, donc c'est quelqu'un qui a l'expérience de la frappe. Et, plus jeune aussi, je me rappelle qu'il faisait attention, mais même comme ça, on sentait potentiellement le danger. Donc c'était, voilà. C'est vrai que ça s'est beaucoup lissé, on va dire, hein, avec le temps. Moi, je me rappelle d'une époque où on entendait les claques voler, quoi. Si de temps en temps, maintenant, il y a un petit contact, les gens pour les émotions. Mais effectivement, voilà. Donc tout dépend de ce qu'on cherche, mais c'est vrai que dans la construction, voilà. Mais comme ponctuation de technique, c'est intéressant aussi. Hein, avant de quelque chose qui part, sans nécessairement que la main ne parte, mais et on a envoyé quelque chose, l'autre l'a perçu, finalement, dans beaucoup de cas, c'est suffisant. Je pense qu'à un moment donné, c'est toujours la même chose, si on veut aller un peu plus loin, comme dans tout, une recherche spécifique est nécessaire. Ça vaut beaucoup plus loin. Ça vaut pour tout. Quel est l'apport majeur du travail des armes dans ta pratique du coup? Alors, pour moi, il y a une complémentarité. C'est vrai que le Joe, parfois, devient un peu le parent pauvre des armes d'aïkido. On voit dans certains stages, on ne parle même plus du Joe, on ne dit même plus apporter les armes, c'est apporter le Ken, quoi. Moi, le Ken et le Joe sont fondamentaux, mais le Joe a ceci d'intéressant, et on en parlait tout à l'heure, c'est que le Ken, les mains vont toujours être placées à peu près de la même manière. Ça ne signifie pas qu'elles sont figées et rigides. Là, c'est très subtil, en fait, aussi. Hein. Mais le travail du Joe, il y a beaucoup de changements de main, beaucoup de placements, beaucoup de changements. Et en fait, en aïkido, on est en permanence en train de changer les mains. L'apprentissage de passage de Nikyo à Nikyo, Senkyo, Yonkyo, c'est que des changements de main. Il n'y a pas une technique qui démarre avec les mains placées d'une façon et puis on arrive dans les mains placées de la même manière. Donc, le travail du Joe, cette manipulation nécessaire dans le travail du Joe, à partir du moment où on l'a bien comprise, où les mains sont bien placées dessus, participe et contribue beaucoup à ça. Et donc, il y a une nécessaire concordance entre les deux, ce qui est assez intéressant. Maintenant, d'un point de vue général, les armes, outre l'augmentation de la distance, les armes, c'est le travail du rythme. On parlait d'ATMI, avec le Joe, finalement, on n'est que dans une logique d'ATMI. Le Joe ne pique pas, ne coupe pas, donc on est dans une logique de frappe. Même si les frappes, Shomen, Yokomen, par exemple, se font sur des lignes de coupe qui sont similaires à celles que l'on va trouver avec le Ken, voilà, le Joe c'est l'ATMI. Donc si on fait un bon Tsuki au Joe, la sensation d'un Tsuki à main nue va être nettement plus facile, quoi, hein. On va avoir moins l'idée de faire des choses, on court après sa main, des choses comme ça. L'apport spécifique, pour moi, c'est vraiment ce travail de distance et ce travail de rythme. C'est comme une musique. L'aïkido, c'est le rythme, d'ailleurs. Dans une technique, il y a une musique, il y a un rythme, il y a un temps, il y a un tempo. Et donc, et avec les armes, tout ça, en fait, est magnifié. Probablement que les armes constituent un miroir grossissant de tout ce qui va être à la fois les défauts, mais aussi les qualités, tout ce qui va être intéressant à travailler. Quelque part, c'est augmenté par le travail des armes, le travail du Mahai, des Aizanchin, l'intervalle, et le timing, le DA et l'instant, et le Zanchin, c'est vraiment cette vigilance globale que l'on a dans l'action. Et tout ça, évidemment, avec les armes, c'est extrêmement nécessaire. Là, aujourd'hui, par exemple, on a fait vraiment un travail de base de construction, il n'y a pas vraiment de danger. Après, le but n'est pas de se mettre en danger pour rien, mais c'est un petit peu comme on en parlait pour le travail des ATMI tout à l'heure. Il n'y a rien à faire. Si on veut aller un peu plus loin, il va falloir à un moment donné, y aller un peu plus. Pas faire n'importe quoi, bien sûr, il faut toujours que ce soit bien sécurisé, il ne faut pas aller trop vite. Mais voilà. Oui, il faut oser. Voilà. Il faut oser un peu.